Donc nous allons maintenant écouter Émilie Weir de l'Université Paris-Nanterre qui va donc nous parler de formation à distance. Merci. Donc la présentation que je vais faire aujourd'hui ne porte pas directement sur les usages, l'utilisation des tablettes, mais s'intéresse davantage à la formation à distance et en ligne, donc en contexte universitaire. Et cible plus spécifiquement les facteurs relationnels et psychologiques de niveau intra-individuel en jeu dans ce type de dispositif. Donc je ne me suis pas présentée. Donc je suis maître de conférence HDR à l'Université Paris-Nanterre au sein d'une équipe qui s'appelle Travail, Ergonomie, Orientation et Organisation et du laboratoire parisien de psychologie sociale. Donc au niveau de la présentation que je vais faire, donc j'ai imaginé une présentation plutôt classique pour présenter une recherche. Donc j'évoquerai quelques éléments qui consolident, on va dire, l'intérêt de cette étude, de l'étude qui a été menée. Ensuite, des résultats issus de la littérature du domaine. Donc, en termes de facteurs relationnels, donc on s'est intéressé plus spécifiquement aux soutiens sociaux perçus et au sentiment d'appartenance à une communauté. Donc, je définirai ces concepts. Et puis, au niveau des processus psychologiques qui nous intéressent, on a ciblé plus spécifiquement les croyances d'auto-efficacité et l'engagement en formation, qui sont des concepts, si j'ai bien vu le programme, qui sont abordés dans le cadre d'autres études. Je présenterai ensuite le modèle de notre recherche, la méthode utilisée, les caractéristiques des participants, et puis je présenterai les résultats concernant la mise à l'épreuve donc, du modèle de recherche. Du point de vue des constats de départ, donc ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille sur la question des enjeux et des incidences de la formation à distance et en ligne. Que ce soit au niveau national ou européen, il y a de fortes incitations depuis à peu près le début des années 2000 pour que les universités déploient des dispositifs de formation à distance et en ligne. Donc il y a d'abord eu des programmes au niveau européen en 2004, en 2006. Et puis dans Horizon 2020, il est aussi question de continuer à déployer ce type de dispositif. Au niveau national, donc, on a eu toute une série de politiques incitatives autour des campus numériques français, des universités numériques en région, des universités numériques thématiques, des MOOC. Et puis, je ne sais pas si c'est aussi le cas ici à l'université Jean Jaurès, mais on est de plus en plus incités, nous à l'Université Paris-Nanterre, à déployer des modules établissements tout en ligne, donc, qui sont proposés à tous les étudiants de l'université, quelle que soit leur filière et leur discipline de rattachement. Donc l'objectif de ces politiques incitatives, l'objectif affiché, c'est d'améliorer au travers de ces dispositifs la qualité de l'enseignement, la qualité de l'apprentissage, de favoriser la réussite des étudiants et puis d'attirer de nouveaux publics qui peuvent être empêchés de suivre des cours en présentiel. Dans les faits, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'abandons et d'échecs dans les dispositifs de formation à distance et en ligne. Les études tentent à montrer que ces abandons et ces échecs seraient plus élevés que dans des dispositifs similaires comparables d'enseignement en présentiel. Parallèlement, il y a assez peu finalement d'études empiriques qui ont cherché à comprendre et à expliquer de manière systématique pourquoi les étudiants abandonnent leur cursus de formation ou échouent lorsqu'ils sont inscrits dans des dispositifs de formation à distance et en ligne. Alors, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des processus relationnels, on s'est intéressé donc à la question des soutiens sociaux perçus. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dès les premières études, plus souvent qualitatives, qui ont été menées quant aux effets de la formation à distance et en ligne, très tôt, ces études révélaient que les étudiants inscrits dans ces dispositifs se sentaient isolés, se sentaient déconnectés, se sentaient seuls et qu'ils bénéficiaient, d'après eux, d'un manque d'attention personnelle. Les études qui s'intéressent aux soutiens sociaux montrent que lorsque les étudiants estiment recevoir des messages personnalisés de la part de leurs enseignants,
lorsqu'ils estiment recevoir du soutien au niveau émotionnel de la part de leurs enseignants, lorsqu'ils reçoivent de l'aide ou des informations de la part donc, des enseignants. Cela leur permet de mieux surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur parcours de formation, d'être davantage engagés au sein de la formation et puis de persévérer jusqu'au terme de leur formation. Et c'est également corrélé à une diminution des intentions d'abandon de la part des étudiants. A contrario, on a aussi des travaux qui montrent qu'un manque de soutien et d'échange avec les enseignants vont favoriser un faible engagement en formation. Et puis, des études qui montrent que les soutiens sociaux provenant des pairs ont des effets également positifs, notamment sur la persévérance et sur la réussite des étudiants. Donc, ce sont deux sources, les enseignants et les pairs, de soutien qui sont importantes dans ce type de dispositif. Autre processus relationnel qui nous a intéressés, le sentiment d'appartenance à une communauté donc de la formation, qui est un concept là aussi développé au début des années 2000 par Rové, qui considère donc que le sentiment d'appartenance à une communauté peut être défini à partir de 4 dimensions. Donc le fait que se construise une identité de groupe, qu'il y ait une confiance mutuelle entre les membres de la communauté, que se déploient au sein de la communauté des interactions donc centrées sur la tâche, mais aussi d'ordre socio-affectif, et puis qu'il y ait une correspondance entre les attentes donc des apprenants, en l'occurrence, leur but, et puis ce que peut leur apporter la communauté. Ce concept, il se décline donc en 2 sous-dimensions, le sentiment d'apprendre et le sentiment de connivence. Le sentiment d'apprendre étant plus centré sur l'atteinte des objectifs d'apprentissage, alors que le sentiment de connivence est plutôt associé au sentiment d'être connecté, d'être relié aux autres, d'avoir confiance dans les autres, d'être à l'aise au sein de la communauté. Les travaux montrent, comme c'était le cas pour les soutiens sociaux, que le sentiment d'appartenance à la communauté de la formation va favoriser l'engagement des étudiants, leur maintien jusqu'au terme de la formation et puis leur réussite. Et donc, lorsqu'il y a un faible sentiment d'appartenance à la communauté, cela favorise les intentions d'abandon des étudiants. Au niveau des processus psychologiques, donc de niveau cette fois-ci intra-individuel, donc on s'est intéressé aux croyances d'efficacité personnelle, donc qui sont définies par Bandura comme la croyance d'un individu à l'égard de ses capacités à émettre un comportement performant ou à accomplir avec succès une activité dans un domaine particulier. Alors du coup, les travaux portent justement sur des situations, des activités, des domaines différents. Donc il y a par exemple des études qui ciblent plus spécifiquement l'auto-efficacité vis-à-vis de l'apprentissage en ligne et qui montrent que ça va favoriser l'investissement temporel dans les activités d'apprentissage. Des travaux qui portent sur les croyances d'efficacité vis-à-vis des études, de la résolution de problèmes ou des interactions sociales, qui montre également que ça favorise l'acquisition donc, de connaissances et puis une meilleure performance en formation. Des études qui ciblent donc les croyances d'efficacité vis-à-vis de la formation et des technologies, qui montrent que ça va favoriser la réussite, ou encore, on avait pu montrer ça aussi dans des travaux précédents, que le CEP vis-à-vis de la formation soutient l'engagement et puis la réussite des étudiants. Dernier concept qui nous a intéressés, donc l'engagement psychologique en formation. Donc, bien qu'il n'y ait pas nécessairement de consensus sur la définition de l'engagement en contexte de formation ou d'apprentissage, ce que les travaux montrent, c'est qu'il y a trois composantes qui reviennent de manière systématique dans les études. L'engagement peut être considéré donc, dans sa composante comportementale, émotionnelle et ou cognitive, selon les approches. Donc nous, on s'est davantage référé à la conceptualisation multidimensionnelle qui est proposée par Broadlab et Dubé et qui considère donc que l'engagement va renvoyer donc à l'enthousiasme, donc c'est la dimension affective, qui est plutôt associée à l'intérêt, à l'attirance qu'on peut avoir vis-à-vis de la formation et au dynamisme, à l'énergie qu'on va
déployés dans le cadre de la formation, à la persévérance, donc là qui renvoie plutôt aux efforts qu'on va faire pour atteindre, pour aller jusqu'au bout de la formation et pour faire face donc aux obstacles qu'on va pouvoir rencontrer en contexte de formation. Et puis la conciliation qui renvoie plutôt à la dimension cognitive, là qui concerne la capacité de comprendre et d'accepter que suivre la formation va être associé à des difficultés et puis à des renoncements, des sacrifices. Alors, ce que les travaux montrent, spécifiquement dans les dispositifs de formation à distance et en ligne, c'est que un faible engagement donc, est corrélé aux intentions d'abandon. Donc, c'est un peu l'inverse qui est écrit, mais c'est ça. Et puis qu'un fort engagement donc, va favoriser l'apprentissage, le maintien et la réussite donc, des étudiants. Alors, le modèle de recherche qu'on a conçu, donc il y a beaucoup de flèches, mais il est assez simple, puisque jusqu'à maintenant, je vous ai parlé que des effets positifs, des soutiens, du sentiment d'appartenance à une communauté, des croyances d'efficacité et de l'engagement. Donc, on a imaginé que les processus relationnels qu'on considérait, donc sentiment de communauté et soutiens sociaux, dans une perspective donc à chaque fois multidimensionnelle, ou pour les soutiens sociaux en considérant 2 sources de soutien, aller favoriser, donc aller avoir des effets directs sur les issues formatives qu'on a opérationnalisées en l'occurrence dans cette étude en termes de participation et de réussite aux examens, et que ça allait également agir, renforcer les croyances d'efficacité vis-à-vis d'Internet et de la formation, et puis l'engagement psychologique au sein de la formation. On considérait également que ces croyances d'efficacité allaient agir sur l'engagement et les issues formatives, et puis que l'engagement allait favoriser donc la participation et la réussite aux examens. Au niveau donc des participants, donc on a mené une enquête au sein d'un dispositif de formation qui se déroule totalement à distance et en ligne dans une université et qui propose de manière facultative des regroupements. C'est un dispositif donc, qui propose uniquement des formations de niveau licence, donc L1, L2, L3, en sciences humaines et sociales. Et au niveau des filières, donc on retrouve les filières de langue, histoire, lettres, philosophie ou humanité. Ce sont les filières qui sont proposées dans ce dispositif. Donc on a obtenu les réponses donc, de 235 étudiants en L1, 147 en L2, 124 en L3, ce qui correspond à peu près à la proportion d'inscrits totaux dans le dispositif, de la population associée au dispositif. Une majorité de femmes, mais c'est ce qu'on retrouve classiquement dans des filières sciences humaines et sociales. Au niveau de l'âge, donc on a des étudiants dont l'âge varie entre 18 et 68 ans, avec une moyenne donc, de 32 ans. Un peu plus de la moitié sont des étudiants qui vivent en couple, des adultes étudiants qui vivent en couple. On a à peu près un tiers donc, des participants qui ont des enfants à charge. Et puis 71% donc, d'étudiants qui ont une activité salariée, sachant que l'activité salariée, c'est la première raison qui est évoquée par les participants quand on leur choix de ce type de dispositif de formation. Au niveau du déroulement, donc on a d'abord fait passer un questionnaire aux étudiants donc 3 mois après leur intégration au sein du dispositif de formation, et ensuite on a fait un relevé d'informations en fin d'année universitaire sur les 2 sessions d'examen et on a relevé donc s'ils avaient participé et puis quels étaient leurs résultats donc aux examens. Au niveau des mesures, donc, on a mobilisé des échelles qu'on avait déjà mobilisées dans le cadre d'autres études en langue française. Donc une échelle de soutien social perçu, donc, provenant des enseignants et des pairs, qui évaluait donc, les 3 sous-dimensions qui sont classiquement appréhendées quand on s'intéresse au soutien social. Donc le soutien matériel, qui est le fait d'aider pratiquement un étudiant, le soutien émotionnel davantage psychologique, et puis le soutien cognitif qui renvoie plutôt à des informations qui peuvent être transmises ou aux conseils qui peuvent être donnés aux étudiants. Ensuite, on a mobilisé l'échelle donc, qui a été développée par Rovet quant à l'évaluation du sentiment d'appartenance à une communauté.
2 échelles, donc on a adapté de travaux précédents sur les croyances d'efficacité, donc vis-à-vis de la formation d'une part et vis-à-vis d'Internet d'autre part. Et puis l'échelle qui a été développée également est validée sur l'engagement psychologique, donc par Broad-Labé et Dubé, et donc qui considère les 3 sous-dimensions de l'engagement. Et puis on a calculé donc à partir des relevés d'informations le taux de participation aux examens et le taux de réussite donc aux examens. Alors, au niveau des résultats, je ne sais pas si... Bon, on ne voit pas bien les couleurs, mais ce n'est pas très grave. Donc, on a ce qu'il faut regarder surtout. On va commencer par le sentiment d'apprentissage à une communauté. Donc, j'avais essayé de le mettre en rouge. Bon, en gros, ce qu'on voit, c'est que le... Est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Non. Ah. Bon, je ne sais pas comment on revient en arrière pour l'écran. Je ne sais pas pourquoi ça... Ah si, c'est bon. Hop. Donc on ne voit pas la souris. Donc en gros, le sentiment d'appartenance à une communauté, qui est en haut à gauche, ce qu'on constate, c'est que d'abord, ça n'a pas d'effet sur les issues formatives. Donc ça n'explique pas la participation et la réussite aux examens. Donc contrairement à ce qu'on avait imaginé au départ. Et puis, alors par contre, ça a des effets plutôt positifs sur les croyances d'efficacité, mais uniquement sur les croyances relatives à la formation, et ça a des effets également positifs sur l'engagement en formation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces effets, ils sont ciblés. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'apprendre qui agit plutôt sur les croyances d'efficacité vis-à-vis de la formation, sur l'enthousiasme et la conciliation, alors que le sentiment de connivence, donc d'être relié aux autres membres de la communauté, favorise davantage l'enthousiasme et la persévérance. Donc on a des effets plus ciblés que ce qu'on imaginait au départ. Du point de vue des soutiens sociaux, donc là encore, pas d'effet direct sur la participation et la réussite aux examens, contrairement à ce qu'on avait, ce à quoi on s'attendait. Des effets positifs sur les croyances d'efficacité et sur l'engagement, mais à nouveau des effets très ciblés. On voit qu'en fonction de la source de soutien, ça n'agit pas sur les mêmes processus. Donc, par exemple, on constate que le soutien social provenant des enseignants donc, renforce les croyances d'efficacité des étudiants vis-à-vis de leur formation et leur enthousiasme, l'intérêt, l'attirance, le dynamisme, l'énergie qu'ils investissent dans la formation. Alors que le soutien social provenant des pairs favorise davantage la conciliation. Alors la conciliation, dans la définition, ça renvoie... au fait de comprendre donc, que la formation va être associée à des difficultés, des renoncements, y compris au niveau personnel, donc des sacrifices personnels. Au niveau des croyances d'efficacité, donc seules les croyances d'efficacité relatives à la formation jouent sur l'engagement et les issues formatives. On voit par contre que les croyances d'efficacité relatives à Internet renforcent celles relatives à la formation. Et donc, les croyances d'efficacité vis-à-vis de la formation agissent sur les 3 sous-dimensions de l'engagement et expliquent, favorisent la participation aux examens et la réussite aux examens des étudiants. Donc, on voit que ce processus psychologique a un effet prédictif important. Enfin, au niveau de l'engagement, donc contrairement à ce à quoi on s'attendait, on pensait que les 3 sous-dimensions allaient agir sur la participation et la réussite aux examens. On constate que c'est seulement la persévérance qui permet de prédire le fait donc de venir passer ces examens et le fait de les réussir quand on vient les passer. Et donc pas d'effet de l'enthousiasme et de la conciliation, contrairement à ce que montraient des travaux précédents. Donc la dernière diapo, elle résume ce que je viens déjà de dire. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que c'est bon au niveau du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Alors dans votre étude, en fait, vous êtes focalisé sur un certain nombre de facteurs et on peut comprendre pourquoi quand on sait le nombre d'individus que ça nécessite quand on fait ce type d'analyse. En revanche, j'avais une question plus sur les facteurs que vous n'avez pas pris en compte, qui sont assez classiques dans ce type d'études. C'est notamment la qualité du système, la qualité de l'instruction, ici j'entends les contenus de cours, etc., et la qualité du tutorat.
Est-ce que ces 3 facteurs ne sont pas susceptibles d'exacerber vos résultats? C'est-à-dire que c'est peut-être quand ça se passe mal qu'on a plus besoin de ce type de soutien, entre guillemets. Oui, c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on a vraiment pris en compte. Par contre, je pense que c'est lié. C'est à la fois, comme vous dites, ça peut permettre de pallier à des difficultés. Par contre, je pense que c'est quand même associé, vous dites le type de tutorat. Je pense que quand on mesure le soutien social provenant des enseignants, je pense que le type de tutorat est, à mon avis, fortement corrélé aux soutiens sociaux perçus. Mais oui, c'est pas c'est vrai que nous, on est plus dans une approche psychosociale, peut-être moins dans une approche sciences de l'éducation, ou qui tiennent davantage compte du dispositif pédagogique, socio-technique. Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi, j'en ai une. Oui. Très concrètement, comment on peut agir sur le soutien social perçu, d'une part par rapport aux pairs et puis d'autre part par rapport aux enseignants. Alors, par rapport aux enseignants, c'est peut-être plus évident, mais par rapport aux pairs. Je pense qu'on peut mettre en place, donc là je pense que les pédagogues sauront mieux le dire que moi, mais on peut vraiment mettre en place des exercices, des activités qui, alors ça rejoint aussi le sentiment d'appartenance à une communauté, qui permettent que les étudiants échangent, surtout dans des dispositifs où ils sont totalement en ligne. Donc qui les incitent vraiment à réaliser des activités plutôt collaboratives, parce qu'on imagine bien que déjà si effectivement ils ne sont pas en interaction, ils ne peuvent pas fournir et se soutenir les uns les autres. Donc je pense que là, c'est vraiment un rôle important des enseignants que d'essayer de développer ce type d'échange entre les étudiants. C'est un peu ce qu'on essaie de développer aussi en face à face, finalement, dans les dispositifs universitaires, que les étudiants échangent entre eux, parce qu'ils ont on sait que l'information, elle est précieuse à l'université, rien que l'échange d'informations... Voilà. Donc déjà le fait qu'ils se connaissent, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils ne se sentent pas jugés quand ils interviennent ou pour échanger, ça peut être important pour qu'ils puissent se fournir du soutien. Merci. Moi j'ai une question très concrète par rapport à l'organisation de cette formation à distance, peut-être pour rejoindre la question qu'il y a eu. En fait, ils sont confrontés à des choses assez différentes. Oui. Donc c'est des modules d'apprentissage autonome, puis c'est des leçons, c'est du podcasting, enfin voilà. Ça dépend vraiment, ça dépend vraiment des dispositifs. Enfin, je pense que c'est des filières, je dirais plutôt des filières quand même déjà. Je pense que c'est un peu comme dans l'enseignement face à face. L'enseignant, celui qui conçoit les cours, il a un rôle très important. Et nous, on a vu effectivement qu'il y avait des différences en termes de contenu de cours et de format. Effectivement, parce que certains mettaient du podcast, des vidéos, d'autres étaient beaucoup plus classiques, on va dire. C'est plutôt des PDF ou des contenus de cours. C'est pareil pour proposer des chats ou du tutorat. C'était assez différent selon les filières. Par contre, on n'a pas, nous, constaté... de différences marquées au niveau des processus qu'on a examinés. Mais par contre, au niveau des formats pédagogiques, c'était assez diversifié. Oui. Donc une autre question. Merci. Je vais vous poser une question qui va vous paraître bizarre peut-être. Moi, je ne suis pas du tout familier de votre domaine de recherche, je suis biologiste. Oui. Et alors, ce que j'ai compris, c'est que vous avez établi un certain nombre de corrélations. Et puis, après, dans votre discours, on parle d'effet. Autrement dit, on est passé d'une corrélation à un lien causal. Et après, dans une troisième partie, vous parlez de prédicteurs. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, c'est la même chose? Est-ce que c'est une communauté de langage? Ou est-ce qu'il y a des critères pour passer d'une corrélation à un effet causal? Je sais qu'en épidémiologie, par exemple, il y a des critères. Ils valent ce qu'ils valent, mais ce n'est pas tout à fait équivalent. Merci. Alors prédicteur dans le sens où il y a quand même deux temps en fait différents dans le recueil de données. Donc une première mesure, un temps 1 et des mesures dans un second temps. Et effectivement, donc on suppose que ça permet d'expliquer et d'anticiper la suite.
Mais comme vous dites, hein, les statistiques, voilà. Alors ça peut être la différence entre la conceptualisation théorique et les statistiques. Donc au niveau conceptuel, on est bien sur des antécédents, des facteurs, des prédicteurs. Et au niveau statistique, on est donc sur des... Alors c'est pas tout à fait des corrélations, les analyses en piste causale, mais parce qu'il y a quand même, on regarde quand même aussi les effets médiateurs en fait entre les facteurs relationnels et les issues formatives qui ont été examinées. Donc, je n'ai pas déployé complètement au niveau statistique, mais on constate quand même qu'il y a cette idée de séquence, en fait, en termes processus relationnel, processus psychologique, issue formative. Parce que ce sont des médiateurs, je n'ai pas expliqué, mais c'est des médiateurs totaux, hein, les processus psychologiques, quand on regarde les résultats. Merci. Je pense que nous allons pouvoir passer à la présentation suivante. Donc, on va écouter maintenant Franck Amadieu,